Salut les rêveurs, soyez les bienvenus aujourd'hui dans cette vidéo au cœur d'un rêve que j'ai réalisé sans m'en rendre compte. Et au fur et à mesure que je vais vous parler, vous allez vous rendre compte justement que c'est possible en fait de réaliser un rêve sans s'en rendre compte, parce que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Et je vais vous parler donc de cet atelier, ma grotte, mon lieu de création, là où je me dépose, je respire et je prends le temps. Les odeurs, le toucher, l'écoute même du bois, tout est là. Et tout s'est fait en fait au fur et à mesure. Et avant de rentrer dans les explications de comment ce rêve s'est réalisé, comment il s'est matérialisé, je vais vous présenter en quelques secondes et en quelques images ce modeste mais néanmoins très fonctionnel et que j'aime vraiment d'amour, que j'aime beaucoup, mon petit atelier. Alors pourquoi c'est un rêve? Ça peut paraître bizarre parce que pour ceux qui nous suivent justement depuis les débuts de la chaîne, on a pas mal voyagé, on a beaucoup baroudé en van, on a donc fait la conversion de notre autobus scolaire, etc. On aime ça, voyager, on aime ça profondément, ça fait partie de nous, c'est en nous, c'est évident. Ceci dit, la vie nous a apporté plein de choses et nous a permis de concrétiser d'autres rêves, nous a permis d'oser entreprendre la réalisation d'un rêve bien plus grand qui est donc de trouver un endroit où nous ancrer. Et ce lieu, on l'a trouvé il y a presque 2 ans maintenant, grâce à Nora. Quand on a appris que Nadia était enceinte, on s'est donc mis en quête d'un endroit pour pouvoir vivre une grossesse dans de meilleures conditions et enfanter. Et on a prolongé ce début d'ancrage en restant ici en fait dans la maison, en restant sur ce territoire et en décidant de nous ancrer et d'œuvrer en fait pour cette terre. Donc à partir de là, moi, très rapidement, j'ai dû faire des choses, beaucoup de choses, construire, fabriquer, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, à l'origine, et Nadia aussi d'ailleurs, on est designer et architecte d'intérieur de formation. Pendant 10 ans, on a œuvré là-dedans. Moi, j'étais donc à mon propre compte, designer produit, mobilier, et donc architecture d'intérieur, et même collaboration sur des projets d'architecture de très grande envergure en France pour de très gros bailleurs parisiens. Donc c'est vraiment une autre vie complète. On a tout quitté, on est parti réaliser ce rêve de voyage, de Canada, de reconnexion à la nature, à notre nature profonde à nous, mais à la nature qui nous entoure, de reconnexion aux sagesses ancestrales, à ce qu'on vibre à l'intérieur de nous et ce à quoi on pourrait aspirer et ce qu'on pourrait partager en fait au monde, comment œuvrer pour le monde. Dans toutes ces années-là, pendant 5 ans quasiment, j'ai nourri une forme de frustration, même avant quand on vivait à Paris. J'étais extrêmement frustré parce qu'en fait je ne pouvais pas travailler la matière. J'aime ça, travailler la matière, vraiment. C'est ma passion, c'est là-dedans que je me dépose, que je suis le plus à l'aise, que je suis le plus serein. Voilà, c'est quand je travaille la matière. Je lâche prise quand je travaille la matière, que ce soit dehors ou en atelier d'ailleurs. Toutes ces années, j'ai nourri une frustration parce qu'en fait, avant d'être plongé, il y a presque 15 ans maintenant, dans l'expression de mon travail, donc de designer et d'architecte, on a donc fait une école avec Nadia, une école de design, dans laquelle on avait accès à des ateliers. Pendant 5 ans, je me suis fait plaisir là, bois, métal, ça a vraiment été un plaisir, je me suis régalé, parce que j'ai ça en moi, à l'intérieur de moi, le bricolage, la patente, comme on dit ici au Québec. J'ai ça en moi depuis tout petit. Je bricolais avec mon père, dans le sous-sol de notre maison de banlieue, dans le 93, en France donc. J'ai ça en moi, j'ai toujours aimé le travail en atelier, travailler la matière. Quand j'étais gosse, j'étais toujours le premier à aller voir le tailleur de pierre du coin, aller voir le menuisier, voilà. Dès qu'il y avait quelqu'un, dès qu'il y avait un artisan autour de moi, il fallait que j'aille le voir. Donc c'est vraiment quelque chose, travailler la matière, être dans un atelier, c'est quelque chose qui est en moi. Depuis que je suis tout petit, que je suis tout gamin, est venu en fait après donc les études et puis ce travail dans lequel oui je travaillais avec des artisans, j'étais au contact des artisans tout le temps, que ce soit pour mes meubles ou mes luminaires, etc. ou sur mes chantiers d'architecture où j'étais tout le temps sur les chantiers, j'étais ce qu'on appelle un rat de chantier là, j'étais tout le temps sur place j'étais plus avec les entreprises qu'au bureau. Fait que j'aimais ça vraiment, être sur le terrain, être au contact de la matière, être dans la poussière, être dans le faire. J'aime projeter, créer, conceptualiser, mais j'aime faire très vite. Très vite. Et j'aime ça le contact aussi avec la production directe. Pas attendre trop longtemps. Ce qui vraiment me frustrait aussi dans la création en design, c'est que les processus sont très longs. C'est de la politique, c'est de la gestion, c'est beaucoup d'économie, etc. Donc c'est très long. Alors que quand on est dans son atelier, on fait un dessin, une petite projection, un petit plan sur ordinateur s'il le faut, et puis pouf, on part à l'atelier et ça se crée.
presque en direct en fait, on est dans un processus de création directe. Donc ça c'est très agréable et j'ai toujours rêvé d'avoir un atelier. Mais je savais pas que j'en réaliserais un maintenant et quand j'ai commencé à faire cet atelier, j'ai commencé avec celui-là, avec ce premier établi parce que c'était le bordel. Voilà, c'était le bordel. Et honnêtement, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Je me suis fait emporter par une énergie venue d'ailleurs, totalement. Et j'en suis arrivé à ça. Et c'est maintenant ce que je vais vous raconter et vous expliquer, étape par étape, comment j'en suis arrivé à construire cet atelier sans m'en rendre compte. L'été dernier, j'ai commencé à faire un petit peu de charpente. J'ai créé une rampe extérieure accédée à notre jardin. J'ai créé des racks à bois pour protéger du bois qui traînait dehors et qui commençait à s'abîmer. Je voulais l'honorer et le respecter, donc j'ai créé des racks à bois, ce que j'ai mis sous un abri, donc qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été détruit cet hiver. Mais rendu là, vraiment j'étais waouh, ce que j'aime ça, construire des choses. Je peux pas me résoudre au fait que je vais pouvoir faire ça que 4 mois dans l'année, là, quand il fait beau là. À partir de là, je me suis dit, donc comme je vous le disais, je me fais ce premier établi. Donc je récupère du matériel dehors, je récupère des madriers, des 2x6. Là j'ai des 4x4 qui étaient vraiment littéralement à moitié cotis, qui étaient en train de moisir, de pourrir. Donc je les laisse raides d'eux-mêmes, je les écarte, je les mets au soleil, je les fais sécher, et je les coupe, je les façonne et je commence à me faire tranquillement, pas vite, les bases de cet établi, tout simple, vraiment en full modeste. J'étais juste parti pour avoir ce plan avec ma petite crédence, mon dosseret sur le dessus, et c'est tout, vraiment. J'ai commencé par ça. À partir de là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon établi, je mets mes caisses d'outils en dessous, c'est correct. Dans le prolongement de cet établi, j'avais aussi fait une petite séparation, qui est en fait un rack à bois dans lequel je mets du bois de chauffage pour le poêle qui est de l'autre côté, donc. Et ça me créait vraiment une séparation, donc c'était assez sympa. Ça recrée en fait le début d'une pièce en plus, mais j'avais pas du tout prévu de fermer. J'ai juste mis des bâches en partie haute, et puis je me suis dit, ok, c'est bon, j'en reste là. Je fais avec mes petits outils portatifs, mes outils manuels, j'ai de quoi travailler, j'ai de quoi faire les rénaux un petit peu dans la maison, etc. Et puis à partir de là, mais tout s'est emballé. J'ai commencé à avoir des annonces en fait pour de la petite machinerie d'établi, ce qu'on appelle la petite scie à ruban, la scie à chantourner, la sableuse, le petit lapidaire, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont venues et c'était vraiment des spéciales qui avaient aucun sens. Les prix défiaient toute concurrence, je comprenais pas à quel point ça pouvait être si peu cher. C'est pas forcément des modèles très chers, mais on était sur du moins 50, moins 70%. J'avais pas vraiment d'argent, mais je me suis dit, ok, ça peut être un investissement intéressant parce que j'aurais moins besoin d'acheter de produits semi-finis. Je pourrais vraiment commencer à travailler avec ce qu'on a ici, avec ce que nous offre la terre et le territoire et du bois qui a déjà été scié, etc. À partir de là, vraiment, je vous le dis, tout s'est emballé là. Pour faire cet établi, j'ai dû planer mes grands madriers, mes 2x6. Je suis allé voir mon ami Christian, puis je me suis dit, c'est quand même l'ouvrage d'aller jusque là-bas, d'emmener le bois, de le planer, etc. Et puis tu sais, je lui prends pas son atelier gratuitement, donc il faut quand même que je le loue. Et je me suis dit, bah à terme, si j'ai beaucoup de choses à planer, je vais peut-être être dû. Pour m'acheter un planeur, ça devrait peut-être être intéressant, un petit planeur, voilà. Donc j'ai acheté un planeur aussi que j'ai trouvé en spécial, malade, parce que je pourrais acheter des outils d'occasion, mais par expérience, les outils d'occasion, c'est très compliqué parce qu'on sait pas comment les gens les utilisent, les moteurs sont quand même fragiles, sur quoi ils se branchent, etc. On sait pas
dans quel état ils sont vraiment et on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Donc c'est sûr d'un point de vue écologique c'est mieux puisque l'outil existe déjà, mais combien de temps il va durer? Et si ça se trouve je vais dépenser de l'argent, je vais perdre de l'argent parce que un an plus tard il faudrait que j'en achète un. Donc je suis plus sur les outils, d'une manière générale, les outils électriques, je suis plus dans l'achat de neuf, voilà. Pour le reste, je fais vraiment avec la seconde main le plus possible. Donc j'ai acheté plusieurs machines. Et puis j'avais donc, ce qu'ils appellent ici une botteuse, une scie à coupe d'onglet, une radiale. Voilà. Et je me dis, ouais, mais cette scie là, je vais pas la poser sur mon établi ici, j'aurai plus de place. J'ai déjà la scie à ruban, j'ai déjà la scie à chantourner, j'ai la petite sableuse. Comment je fais là? Si je pose ça, j'ai plus de place sur l'établi pour travailler. Donc je me suis dit, bon, je vais continuer de nettoyer les sous-sols et je vais me fabriquer un second établi qui sera dédié à la coupe d'onglet. Donc j'ai fait ce second établi. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à visualiser le volume en fait. C'est là que je me suis dit, ouh, je suis vraiment en train de créer de quoi là. J'ai fait ce second établi, je l'ai optimisé, j'ai dû racheter une autre scie à coupe d'onglet parce que l'autre a pété, littéralement. Et puis à partir de là, le rêve a commencé vraiment à se matérialiser. Je me suis laissé emporter, vraiment, je me suis laissé emporter. Parce que je commençais à travailler quand même pas mal. J'ai commencé à faire des jouets pour Nora avec du bois franc de la terre, donc avec du bouleau, avec du merisier. Ça générait beaucoup de poussière, c'était ennuyeux, je bâchais en fait tout le temps, mais ça générait beaucoup de poussière. Nos laveuses sécheuses sont juste derrière. Tout le sous-sol, il fallait que je balaye à chaque fois, c'était compliqué. Je me suis dit, ça me tenterait de fermer. Donc là, je suis parti vraiment, c'est pareil, j'ai récupéré des 2x6 à moitié tordus, je les ai délignés, j'en ai fait des 2x3, et puis j'ai commencé à monter ma structure, à fermer ici, à m'amuser à mettre, c'est ça, une fenêtre pour garder de la lumière traversante, une jolie petite porte pareil que j'ai trouvée, etc. Et puis j'ai fait tout ça, vraiment, mais je ne me rendais pas compte en fait que j'étais en train de créer cette pièce. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de créer cet atelier. Je faisais juste les choses au fur et à mesure, pas à pas, petit à petit. Et je rajoutais des choses. J'ai fermé ici, j'ai rajouté des étagères, j'ai fait une colonne de rangement ici, j'ai rajouté des étagères sous l'établi, je me suis fait ensuite mon établi central sur roue que je peux déplacer. J'ai fini par acheter aussi un Banksy pareil, en spécial, un super Banksy King Industrial, donc une marque canadienne. J'ose même pas vous dire les prix parce que ça a aucun sens. Des fins de série, des modèles d'exposition aussi, c'est très très bon. Si vous regardez, vous voyez qu'il reste un produit en magasin, c'est souvent le modèle d'exposition et généralement vous pouvez en plus avoir un rabais. Donc ça vous fait vraiment des machines qui sont pas chères du tout. Donc vraiment tout s'est emballé, tout s'est enchaîné. Ça m'a permis donc de protéger toute la partie plomberie avec donc les ballons d'eau chaude, le ballon de rétention, le chauffe-eau, etc. Donc plus de poussière dans la zone laveuse sécheuse. Ça limite le bruit aussi, je suis quand même dans le sous-sol de la maison, avec un petit bébé c'est pas forcément pratique. Donc même de rien, ça ferme le bruit. C'est mon petit univers, je fais ce que je veux, c'est ma bulle, c'est ma grotte, c'est mon repère. Je me suis amusé progressivement, j'ai rajouté un peu de déco, des choses qui étaient déjà là, voilà, c'est très quétaine, mais vous le savez, j'aime les animaux, j'aime la forêt. Un petit orignal, un petit chevreuil ici. C'est l'endroit où je vais, juste pour être bien, je m'assois, je prends un petit crayon, je taponne sur quelque chose, je me mets un petit peu de musique, et puis je suis bien, je suis dans mon monde. Et tout ça, c'est fait sans que je m'en rende compte, puisque tout ça, c'est fait pas à pas. Et en fait, j'étais tellement focus sur l'instant présent, sur « Ok, je suis en train de faire ça, je fais cet établi. Ok, je fais cet établi. Ok, je fais cette colonne de rangement. Ok, je ferme. Ok, je me fais mon établi central. Ok, je fais l'étagère. Ok, truc. Ok, machin. » Et en fait, à un moment donné, quand j'ai eu fermé, que j'ai claqué la porte, j'ai replacé mes établis, je me suis mis à aspirer par terre, etc. J'ai passé un coup de lavette. Et en fait, je me suis retrouvé comme ça, au milieu de tout ça. Et j'ai fait... Vraiment, je marchais comme ça. Je me suis retrouvé au milieu, puis j'ai fait ça. Waouh. En fait, le rêve que j'ai depuis, je pense, 15 ans, je pense, vraiment, il s'est réalisé. Sans que je me rende compte. Il a fallu que j'arrive à ce moment, vraiment, le dernier coup de balai, le dernier coup de lavette, une fois que j'ai eu tout fermé, j'y étais. J'étais dans un de mes plus vieux rêve, qui est donc d'avoir cet atelier pour travailler et pour pouvoir
réaliser tout ce que j'ai dans ma tête. C'était une sensation absolument merveilleuse. Et puis ce que j'ai aimé, en fait, c'est de comprendre en fait que j'ai pas projeté tout ça. Ça a été vraiment l'instant présent. J'ai vécu ce rêve dans l'instant présent sans m'en rendre compte. Et c'est la vie, en fait, naturellement, la vie, c'est les choix que j'ai faits petit à petit durant tous ces mois. Depuis le mois d'octobre dernier, on est rendu début juin, là. Tout s'est fait comme ça au fur et à mesure. J'ai pas décidé ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux parce que quand on projette les choses, on les fige. Beaucoup. Mais on laisse pas de place à l'imprévu, on laisse pas de place à l'inconnu, on laisse pas de place aux erreurs et on laisse pas de place aux belles erreurs. C'est ça que j'ai aimé dans ce processus de création, dans ce processus de réalisation, c'est de ne pas me rendre compte. J'ai vraiment évolué au fur et à mesure en fonction d'un besoin immédiat. Ah, j'aurais besoin de ça. Ok, je réponds le problème. Et puis ça se fait au fur et à mesure, vraiment brique par brique. Et au final, ce qui est produit, je l'aime pour ça, je l'aime parce qu'en fait, c'est mon âme, mon cœur et la vie qui m'ont mis sur mon chemin ces différentes étapes pour créer tout ça. Il n'est pas parfait l'endroit, mais il est parfait à mes yeux parce qu'il s'est fait de cette manière-là. Que je suis pas frustré parce que si j'avais tout dessiné, que j'avais pas réalisé ce que j'aurais dessiné, j'aurais été frustré. Ça aurait nourri quelque chose de négatif en moi et ça aurait eu l'effet inverse que celui que j'ai aujourd'hui, qui est c'est quelque chose en mutation, en constante évolution. J'ajoute des choses, je crée des choses au fur et à mesure. Et je l'aime, cet endroit, je l'aime parce qu'il est à mon image. Il est pas parfait, mais il est le prolongement de ce que j'essaie de vibrer, c'est-à-dire faire du mieux qu'on peut sans forcément viser la perfection, parce que la perfection n'existe pas. La vie est imparfaite et c'est ce qui fait qu'elle est belle. Et c'est pour ça qu'on est content de faire ce voyage qu'est la vie, parce qu'on est tout le temps dans cette quête perpétuelle de beau, de bon, de mieux, de bien-être. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager, en fait, dans cette vidéo. Je vais vous montrer les différents éléments en détail, mais avant ça, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler avec mon cœur de ce que cet endroit représente pour moi. C'est plus que quelque chose de simplement pragmatique. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui vient me chercher dans mes tripes à l'intérieur de moi. C'est très doux, c'est très agréable, c'est aérien. C'est aérien et léger. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai introduit dans ma vie, de plus en plus. La légèreté, j'essaie d'introduire ça dans ma vie de plus en plus, de lâcher prise sur la projection précise. Oui, il y a des souhaits, mais c'est le chemin qui est important dans la réalisation de ce souhait et de ce rêve. C'est quelque chose qu'on sait, c'est ce qu'on se dit tous. Mais on est rattrapé par la vie, par notre mental, par les obligations, par les restrictions, par les injonctions. Et aujourd'hui, j'essaie de faire ça, step by step, petit à petit, pas à pas, avec les moyens, avec le temps que j'ai, avec mes capacités physiques aussi, parce que je peux pas non plus me dépasser. Le jardin qu'on est en train de faire à l'extérieur en ce moment, c'est pareil, on y va pas à pas, et les choses évoluent pas à pas, et plus j'avance comme ça, plus je me dis, c'est très agréable de faire comme ça. Alors c'est sûr que c'est bien d'avoir quand même une vision précise de ce qu'on veut. La précision de la vision est importante dans le sens que le souhait que j'avais dans ma vie, c'était, je souhaite avoir un atelier, voilà. C'est sûr que quand je construirai ma maison, par exemple, je vais tout dessiner aux petits oignons parce que là, t'as pas le choix que de projeter. Mais tout en me laissant une porte ouverte aux imprévus pour trouver des solutions qui seront encore meilleures que ce que j'avais projeté. C'est ça qui est très important. Toujours rester ouvert à l'imprévu, car c'est les imprévus qui font la richesse de la vie. C'est les imprévus qui donnent du corps à la vie. Si on ferme la porte aux imprévus, on est sur des rails. Est-ce qu'on a envie d'être des rails quand on est en train d'expérimenter la vie? On a envie d'être dans un canot sur une rivière et que ça bascule. Des fois c'est relax, et puis des fois on passe des rapides, il faut travailler fort, et puis il faut faire des esquives, et puis il faut accompagner le mouvement de l'eau, etc. Et puis hop, après on se repose. Puis des fois on s'arrête sur le bord de la berge, on se pose, on écoute les oiseaux, on écoute l'eau couler. Et puis après on reprend notre route, etc. C'est fini pour cette petite partie dans laquelle je vous parle avec le cœur. Maintenant je vais vous faire un petit tour global de l'atelier, des différentes choses que j'ai et comment j'ai organisé un petit peu tout ça pour l'instant, et ça va continuer d'évoluer parce que c'est ça, comme je vous le disais, un atelier est en constante évolution et il est à l'image de soi. Donc on évolue. Donc l'atelier évolue. L'atelier, c'est comme un outil, c'est comme un marteau, comme une hache, comme une scie. C'est le prolongement de notre corps. Voilà, l'atelier c'est ça. C'est le prolongement de ce qu'on est. Donc ça évolue.
Au niveau des machines, on a donc ici la petite scie à chantourner, la scie à ruban d'établi, très pratique pour faire de la courbe ou d'éviter des petits morceaux. On a donc la petite sableuse lapidaire. Ça c'est pareil, ça paraît pas, mais c'est vraiment très très utile pour faire de la finition, c'est très pratique. Ici donc le banc de scie, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça c'est pareil, on pourrait se dire que c'est pas forcément une obligation, mais tout débiter avec la scie circulaire, ça prend beaucoup plus de temps et c'est pas aussi rapidement précis. Ensuite la petite scie à coupe d'onglet, toute simple, mais très pratique aussi. Ici j'ai un petit aspirateur, j'ai patenté des adaptateurs pour pouvoir sur toutes les machines brancher ce tuyau à l'aspirateur pour pouvoir en fait aspirer un maximum de poussière. Et ça c'est pareil, ça me limite vraiment les problématiques liées à la poussière. Ici on a la raboteuse, donc, communément aussi appelée planeur. Fait que ça extrêmement pratique, surtout quand on travaille avec du bois scié au moulin, c'est-à-dire sans finition. C'est très pratique. Ici on a donc toute une bonne partie de mes outils à main, accumulés au fur et à mesure des années. Ça c'est une des deux portions de mon établi central. Ici on a la deuxième partie. Je peux les joindre entre eux. Il suffit juste de déloquer les roues. Hop. J'ai juste à faire ça. Par exemple, je peux faire comme ça. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. La première raison, c'était que j'avais besoin d'un endroit faire du montage. Donc ça c'est sur roue aussi. Tout est sur roue. Des fois on a besoin d'un plan pour poser des choses, etc. Une surface plane pour poser des choses. Et puis des fois pour faire des débits, je coupe des longs morceaux et le banc de scie n'était pas assez large. Fait que j'ai fait ça pour pouvoir passer des morceaux plus longs. J'ai même un système sur le côté ici pour... J'ai un système pour loquer des deux côtés, comme ça je suis sûr que ça bouge pas des deux côtés. Et puis là je peux vraiment aller chercher des longs morceaux et puis les passer au banc de scie. Ça permet de pouvoir passer des longs morceaux et de pas avoir peur que ça se relève ici parce que ça tombe. J'ai pas tenté ça pour l'instant avec un vieux plywood, c'est sûr que c'est pas optimal, mais c'est quand même full pratique parce que j'ai également trouvé une toupie. En France, on appelle ça une défonceuse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé un des guides de la toupie ici directement. Donc je viens en fait ici avec ma portion de toupie, je l'enfile ici, hop, je la lock, je fais mon réglage. Et ce que j'ai fait, c'est toujours dans un souci de, pour l'instant, je me suis fait des rails, comme vous le... Hop, je viens avec mon guide ici, je prends ça et puis après j'ai juste à venir avec mes serre-joints, je me mets dans mes rails ici, je me mets dans mes rails, je viens fixer mon guide. Et puis à partir de là, je peux passer des éléments à la toupie. Ça me permet de faire des feuillures, des rainurages, enfin toutes sortes d'affaires. C'est très pratique et ça évite de se caler des guides à tour de bras. Là, c'est pas full précis encore, je vais pas vous mentir. C'est encore de la patente, hein, mais dès que j'aurai un peu d'argent pour ça, je pourrais enlever ce plateau, en refaire un avec un plywood de finition nickel, avec vraiment la partie dessus lisse. Et puis réajuster mes mesures comme faut. Peut-être que je le ferai usiner à la CNC chez quelqu'un pour que ce soit vraiment parfait. J'aurais plus qu'à le placer et puis là je pourrais vraiment travailler dans de belles conditions. Mais en attendant, ça fait vraiment bien la job, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Ici c'est vraiment c'est la petite caverne d'Alibaba avec plein de choses. En dessous toutes les réserves d'outils. Et puis là, là c'est une colonne de rangement, donc ici c'est vraiment la zone quincaillerie. C'est ici que j'ai mis mes vis, mes clous, toute ma quincaillerie de portes, etc. Parce que ça c'est une déformation professionnelle que j'ai eue de quand j'étais chef de projet sur justement des gros projets d'aménagement ou d'architecture, c'est de faire en sorte que si quelqu'un reprend le dossier, il ne sera pas perdu. Donc tout ce que je fais dans la vie part toujours du principe que si je suis pas là, il faut que quelqu'un puisse comprendre ce qui se joue. Donc là, tout est répertorié, tout est noté, il y a des étiquettes absolument partout. Si quelqu'un vient dans l'atelier et qui cherche quelque chose, il va le trouver. J'ai pas besoin d'être là pour que Nadia, ou peu importe, une amie, un ami vienne, a besoin de quelque chose, il va dans l'atelier, il va le trouver. Et c'est comme ça pour tout. Je suis pour ainsi dire un classeur maniaque. Voilà, je range tout le temps et je classe. Et là, j'ai aussi quelques outils portatifs. Un rabot électrique, une scie circulaire, sableuse, etc. Ici, ma petite réserve de bois franc pour des éléments bien précis. En dessous, ici, j'ai évidemment plein de bois, plein de réserves. Là, évidemment, j'en ai aussi. Là-bas, il y en a un peu partout, quoi.
Cette vidéo, elle inaugure donc une nouvelle playlist que je vais créer sur notre page YouTube, qui sera donc dédiée à l'artisanat d'art, à la création en bois, mais pas que, hein, la construction, la charpente, le design, etc. La création de mes outils, le design et la création d'objets pour la vie du quotidien, pour profiter de la nature, de jouets pour Nora par exemple, mais pas que, du coup, qui seront peut-être destinés à d'autres aussi. Il y aura vraiment du petit, donc de l'objet, des petits objets, à des grosses choses comme de la construction, de la charpente, etc. Ce sera vraiment une playlist dédiée à ça, et ce sera des vidéos précises. Fabrication d'une hache, construction de la serre, fabrication d'un jouet, d'un casse-tête pour Nora, etc., etc., etc. Certes, tout ce qui est lié en fait à l'environnement extérieur, on va les retrouver dans A Moving Life parce que c'est des choses de la vie du quotidien, entre guillemets, et surtout c'est parce que c'est des projets qui s'étalent sur longtemps. Voilà. Par exemple, la création de la serre, ça va me prendre vraiment plusieurs semaines de la faire avec le temps que j'ai à ma disposition, donc il y aura forcément d'autres choses en cours de route. Fait que dans A Moving Life, on verra la construction de la serre aussi, mais moins en détail. Et ce que je ferai, c'est que je récupérerai les éléments dans les vidéos A Moving Life, pouf pouf pouf, je viendrai récupérer ces éléments et je les compilerai dans une vidéo qui ira dans la playlist et je pourrai créer une vidéo dédiée à la fabrication de la serre. Ce sera une compilation. Et je pense que c'est intéressant pour celles et ceux qui aiment ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent les vidéos où je montre les choses que je fabrique, mais il y en a aussi qui ça les tente pas du tout, et quand il y en a trop, ça les ennuie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne nouvelle, si ça vous fait plaisir. Et puis moi, honnêtement, j'ai franchement super hâte, parce que des fois c'est ça, j'étais un petit peu mitigé. Est-ce que je mets ça dans la vidéo? C'est un peu long, et puis tu sais, je pense que ce sera didactique. Et moi, ça va me permettre de pouvoir m'amuser aussi en parallèle du reste et de vous faire des vidéos très précises sur des ouvrages qui me font plaisir. Voilà. Donc c'est tout pour cette quand même assez longue vidéo finalement, je pense, hein, dans laquelle je vous jase pas mal. Ça prend ça pour parler de quelque chose qui a pris 6 mois en fait à se mettre en œuvre. C'est quand même, c'est pas rien, donc il fallait passer au travers de tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Encore une fois, il y a beaucoup de choses sur notre page YouTube. Donc il y a cette nouvelle playlist, mais il y a aussi donc la série A Moving Life qui est une série de vie, hein, avec de belles images, de la contemplation, des sons naturels, mais aussi voilà, des arrangements musicaux. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir de vous créer ces vidéos. Voilà, ces vidéos qui sont pour moi c'est de la poésie, hein. C'est la poésie de la vie et de la nature que je mets en images et en musique. Et il y a les vidéos, les enseignements inspirés par la nature, qui sont des vidéos totalement spontanées dans ma relation que j'ai avec la nature. Elles passent à travers moi pour partager des enseignements, donc je les raconte. Donc cette série est aussi très intéressante. Il y a toute la série sur le bus aussi. En fait, il y a vraiment plein de choses sur notre page YouTube. Toutes ces choses-là que vous pouvez retrouver sur notre site, donc www.blondeau-themovinglife.com. Vous retrouvez absolument tout ce qu'il y a sur YouTube et ailleurs sur les médias sociaux d'ailleurs sur notre site. Si vous voulez un endroit où tout est condensé, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà les rêveurs, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux été et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles expériences et maintenant de nouvelles constructions. Ciao!